Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui sonne, on va dire, la période estivale, puisque ce sera le dernier. Nous sommes ensemble pour les 45 prochaines minutes pour parler gestion des notes de frais et surtout TVA. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter Claudia Marie, Bonjour. TVA Manager chez Aiming. Et, Bonjour. pardon, vas-y. Bonjour. Et Stéphanie Vernet, VP Product chez Genji. Bonjour à tous. Et moi-même, je me présente Lucie de Anthony. Je vais accompagner Claudia et Stéphanie sur ce webinaire. Alors, pourquoi ce sujet On s'est beaucoup posé la question et je pense que vous allez le comprendre tout au long de la présentation. La TVA, c'est vraiment pas un sujet très très simple. Quand on touche à la TVA, il y a des évolutions perpétuelles de règles, de directives qui font que le sujet est très, très vite complexe. Les évolutions obligent les acteurs, les départements financiers, comptabilité à maintenir une veille permanente, à connaître les cas d'application. Et tout ça, ça peut se traduire finalement par des milliers de petites règles évolutives dont les champs d'application doivent être maîtrisés. Je pense qu'avant même de débuter, et pour partir sur des bonnes bases, on va rappeler dans quel cas on peut récupérer la TVA. Il y a des conditions à respecter. Elles sont au nombre de 3 principalement. Donc tout d'abord, les dépenses doivent être engagées dans l'intérêt de l'entreprise, bien évidemment. Il faut posséder une facture au titre de chaque dépense et ces factures doivent respecter des règles de formalisme de facture. Donc on oublie le petit bout de papier avec simplement le montant noté dessus. Il y a des vraies règles et notamment celui de mentionner le montant de la TVA payée, bien évidemment. Et la TVA doit être exigible par le fournisseur que l'entreprise puisse la récupérer. Donc le postulat de base, c'est que lorsqu'un salarié engage des frais nécessaires à l'exercice de son activité, son entreprise a la possibilité de récupérer la TVA. Toutefois, et c'est là où la notion est importante, toutes les dépenses n'ont pas droit à une déduction et il y a des règles extrêmement différentes, ce qui fait que très vite, on s'y perd un petit peu. En réalité, 54% de la TVA n'est pas réclamée. Ça, c'est un scope France. Et si on étend la vision, en 2020, une étude de Finance Monthly a estimé que 20 milliards de dollars n'étaient pas couverts. Donc, en fait, les entreprises abandonnent, j'ai envie de dire, assez rapidement. Et lorsque je faisais des recherches pour ce webinaire, quand on l'a préparé, j'ai trouvé une phrase qui était extrêmement pertinente et qui reflète vraiment bien la situation et qui disait que récupérer la TVA, c'est l'un des secrets les mieux gardés pour les entreprises afin d'économiser de l'argent. Et en fait, c'est extrêmement vrai parce que on ne voit pas bien souvent que la TVA, c'est un vecteur de ROI. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aussi peu d'adhésion? En fait, les raisons, elles sont assez simples, finalement. Beaucoup vont baisser les bras face aux démarches manuelles parce que c'est fastidieux, parce que c'est complexe. Et finalement, on va potentiellement perdre des reçus, on va avoir des taux de TVA différents, des zones géographiques différentes, les catégories d'achat également à prendre en compte. Globalement, les départements sont vite submergés en fait par la charge de travail. La vraie question, c'est comment on simplifie ce processus, toujours dans une démarche de résultat, de productivité et d'efficacité. Du coup, c'est exactement le planning d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va faire un zoom sur la digitalisation à valeur probante parce que vous allez voir que c'est une pratique en plein essor et qui a son importance. On parlera réglementation parce que finalement, la réglementation ne peut pas être dissociée de la TVA, notamment. Et ensuite, on verra comment, grâce à un outil, grâce à la technologie, on obtient un meilleur ROI. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas débuter en fait ce webinaire sans aborder le sujet de la digitalisation. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire, oh non, encore la digitalisation. Eh bien oui, on entend beaucoup parler de ce mot, il est très très à la mode, notamment depuis le début de la crise Covid. La digitalisation a permis d'accélérer en fait les choses, ça c'est indéniable. Certaines entreprises ont fait un boom qu'on estime entre 4 et 6 ans, donc c'est énorme. En fait, il est autant à la mode qu'ubériser l'été il y a 5-6 ans. C'est un vrai phénomène d'entreprise, mais il ne concerne pas qu'un seul département.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, peu d'entreprises en sont à un niveau de digitalisation complet ou optimum. Et alors, quand on zoome sur la fonction finance et sur la digitalisation des notes de frais, là, ça devient assez compliqué. Pourtant, un outil permet de diminuer de 63% le coût de gestion et de la même manière de réduire à 75% le délai de traitement des notes de frais. Donc en fait, il y a un gain financier derrière, il y a un vrai ROI. Vous allez me dire pourquoi du coup on ne le fait pas tous. La raison, c'est que quand on va parler d'expense management, de gestion de notes de frais, il y a diverses technologies proposées, mais la réalité, c'est que c'est un sujet transversal au sein d'une entreprise. À un moment ou à un autre, plusieurs départements vont être obligés d'intervenir parce que ça touche tous ces départements, ça les impacte. Et beaucoup, on voit, nous, au quotidien, envisagent finalement le projet Expense en silo, ce qui va le rendre complexe et ce qui aujourd'hui peut constituer une raison d'échec. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, Stéphanie, c'est que du côté produit, comment cette digitalisation s'inscrit et comment elle a évolué d'après ton expérience? Oui, merci Lucie. Lorsque nous avons lancé notre solution de notes de frais en 2015, le marché était encore très immature. Mais à partir de 2018, le secteur des technologies liées à la gestion des notes de frais a atteint un pic d'activité sans précédent. C'est à ce moment-là où les entreprises ont commencé à se poser beaucoup de questions. Ça faisait plus de 35 ans qu'Excel était l'outil incontournable. Et il était temps de dépasser cette barrière qui parfois était psychologique, la plupart du temps, et de se demander ce qu'un outil, une application mobile, pouvait apporter aux collaborateurs. Et on touche ici à un sujet central, celui du change management. Et aujourd'hui, en 2021, un outil d'expense management fait partie des essentiels lorsqu'on parle de gestion d'une politique financière. Et pourtant, il y a encore 68% des entreprises qui n'ont pas encore intégré les dépenses professionnelles dans leur système financier. Alors, ces dernières années, le mobile a aussi complètement bouleversé le marché, puisque c'est le seul outil qui a permis de passer un cap et de devenir digital. Et cette dynamique, elle a été portée par le fait que la gestion digitalisée des notes de frais, elle offre une réelle valeur ajoutée à l'ensemble de l'entreprise, que ce soit aux collaborateurs ou à la direction. Les technologies permettent d'automatiser de nombreux processus, les rapprochements bancaires, les validations, les remboursements, tout en garantissant une visibilité et une maîtrise des coûts. Et pour vous donner une idée, chez nous, le mobile, c'est 97% d'utilisation versus 3% pour l'application web. Ensuite, comme pour de nombreuses applications, l'intelligence artificielle a commencé à intervenir pour faciliter la vie de l'utilisateur. C'était la fin des tâches rébarbatives. On lui offrait enfin la possibilité de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, telles que l'analyse des données. Et du coup, une fois que l'idée du mobile a fait son chemin, quelle a été la notion vraiment primordiale pour les entreprises pour les convaincre en fait de sauter le pas? Oui, donc cette transition numérique, elle requiert bien évidemment de traiter l'information différemment, notamment en matière d'archivage et de sécurité. Alors l'archivage électronique, il a fait son entrée il y a maintenant quelques années et il permet aux entreprises de se libérer enfin du papier puisqu'il n'y a plus l'obligation de conserver et d'archiver les justificatifs des notes de frais. Donc en plus de réduire drastiquement l'impact écologique de son entreprise, la valeur probante, elle assure également une simplification des échanges en cas de contrôle de l'administration fiscale. Autant d'avantages qui ont poussé les directions financières à franchir le cap. Alors justement, Claudia, Stéphanie nous parlait d'administration fiscale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les obligations en cas de contrôle? Oui, alors c'est vrai que les notes de frais, ça a toujours été un poste de coût pour les entreprises. Et c'est un poste de coût, en fait, autant sur la valeur des charges qu'elles représentent que sur leur fonctionnement. Donc si l'implémentation d'un outil de gestion de notes de frais, ça permet d'optimiser le temps passé pour les collaborateurs, que ce soit en termes d'enregistrement, en termes de validation pour les managers, en termes d'intégration comptable, justement pour les comptables, finalement, il doit également se conformer aux obligations en matière de dématérialisation. Donc en fait, dès 2017, l'administration fiscale, elle a admis la reconnaissance de la facture dématérialisée et elle a détaillé les conditions d'archivage à valeur probante.
Donc, à partir du moment où vous disposiez d'un eurodatage, d'un coffre-fort numérique, d'un scanner RGS 2 étoiles, du coup, il était possible de dématérialiser les justificatifs de notes de frais et de se passer de la partie papier. Par contre, l'URSSAF, elle n'a admis la valeur probante qu'en 2019. Donc, on a eu une petite zone de flottement entre les deux administrations. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les outils de gestion de notes de frais ne disposent pas obligatoirement d'un archivage à valeur probante. Et pourtant, cette valeur probante, c'est vraiment la sécurité à l'archivage qui permet d'assurer la sécurité des données dans le workflow de validation, dans l'intégration comptable, et surtout, en fait, en cas de contrôle fiscal et URSSAF, et puis du coup, bien évidemment, sur la récupération de la TVA. Donc en clair, si je résume, la digitalisation a transformé la gestion des notes de frais. L'archivage à valeur probante est aussi une évolution, car ça apporte des avantages, certes, écologiques, mais aussi de stockage et surtout un niveau sécuritaire bien plus important. Et finalement, quand on a fait évoluer sa gestion des notes de frais, on peut enfin se concentrer sur le sujet de la TVA. Et ce qui touche à la réglementation, vous l'aurez compris, c'est clé. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant avec Claudia. Alors, Claudia, tu es experte de la TVA de par ton expérience. Qu'est-ce qui complexifie le processus? Qu'est-ce qui pose problème aux entreprises? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire que en fait, le sujet des notes de frais dans une entreprise, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de personne. Généralement, on voit que les notes de frais, ça concerne le collaborateur, parce qu'il tient effectivement à avoir et obtenir en fait son remboursement. Ça concerne également les managers, parce qu'ils ont leur rôle à jouer aussi en termes de validation. Ça concerne la compta, parce qu'elle a la charge d'intégrer les écritures comptables. Et puis, ça concerne également la paye, puisqu'ils vont se charger de rembourser directement aux collaborateurs. Et puis, on peut même avoir les achats qui rentrent dans ce sujet, parce que c'est finalement un poste de dépense qui est vraiment important. Alors du coup, finalement, personne ne s'en occupe réellement. Côté contrôle, en fait, les notes de frais, elles concernent aussi bien l'administration fiscale que l'administration de l'URSSAF. Donc, du coup, on a deux organismes de contrôle sur ces notes de frais. Et du coup, on peut même avoir également du contrôle interne. Dans certaines entreprises, il y a des processus de vérification également qui sont mis en place en interne. Et alors, du coup, entre l'URSSAF, l'administration fiscale, le contrôle interne, on a un peu l'impression d'être en contrôle permanent, en continu, et que les notes de frais sont toujours auditées. Finalement, ce qu'on constate, c'est que le critère de vérification qui est partagé par tous ces organismes, finalement, c'est l'existence du justificatif de dépense. Et c'est vrai que quand on a des attestations sur l'honneur, parce qu'on a perdu son justificatif, qu'il s'est dégradé, peu importe, ça, c'est effectivement compliqué à gérer en matière de contrôle. En revanche, les finalités du contrôle qui sont opérées par ces différents organismes, eux, ils sont différents. Donc, côté URSSAF, l'objectif en fait des contrôles qu'ils opèrent, c'est de justifier et sécuriser les dépenses pour éviter les redressements qui peuvent porter, par exemple, sur des indemnités kilométriques qui vont être jugées trop importants par rapport au déplacement qui était prévu entre le point de départ et le point d'arrivée, ou alors la remise en cause même de la dépense qui va être jugée personnelle et pas assez professionnelle. Côté TVA, l'objectif, c'est d'identifier la TVA qui est déductible parmi les dépenses. Et donc, la sécurité qu'on va apporter, c'est bien au regard du montant de TVA qui, lui, est récupéré. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les catégories d'achat et nous donner des exemples très pratiques pour qu'on comprenne les différences qui sont appliquées? Alors oui, effectivement, en termes de déduction de la TVA, quand on regarde finalement les factures qui sont enregistrées en note de frais, on se rend compte que c'est assez complexe, parce que finalement, on peut retrouver sur une même facture des catégories de dépenses qui vont être déductibles et des catégories de dépenses qui vont être non déductibles. Et puis, on va avoir 2, voire 3 taux de TVA différents qui vont être apposés sur cette facture. Donc, si je prends l'exemple de la facture d'hôtel, je peux récupérer sur la partie restauration, mais je ne peux pas récupérer sur la partie hébergement. Pourtant, ces deux catégories de dépenses, elles sont assujetties à 10% de TVA. De la même façon, je peux récupérer sur la location de salle et je ne vais pas pouvoir récupérer sur la blanchisserie. Et pourtant, ça va être un taux à 20% qui va être appliqué sur ces deux catégories de dépenses. Donc, c'est vrai, on le voit au niveau de la TVA française, mais c'est vrai aussi au niveau de l'Union européenne.
parce que d'une part, on n'a pas d'harmonisation au niveau des taux, ça on le sait, on a des taux de TVA qui sont très différents d'un pays à l'autre, mais de la même façon, on n'a pas d'harmonisation au niveau des catégories de dépenses qui sont déductibles. On va voir certains pays qui vont admettre une déductibilité de la TVA sur l'hôtel, quand d'autres vont dire moi, il n'en est pas question. Pareil sur la restauration, je vais avoir des pays qui vont admettre la déduction et d'autres qui ne vont pas l'admettre. Je vais avoir de la location de voiture, ça va être la même chose. Et je vais même avoir en fait des pays qui vont appliquer un prorata de déduction, c'est-à-dire que certaines catégories vont dire moi, c'est récupérable à 50%, à 84%, que sais-je. Ils peuvent être assez créatifs en la matière, mais je vais avoir des prorata qui peuvent s'appliquer sur certaines catégories et d'autres pas du tout. Claudia, moi je t'écoute et il y a une question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi autant de différences entre les catégories d'achat, entre les pays? Est-ce que tu en connais la raison? Alors, pas véritablement, mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'interprétation qui peut être faite par les différents États membres, ça va concerner principalement la séparation finalement entre la dépense personnelle et la dépense professionnelle. Nous, on l'a vu en France. En France, pendant des années, la TVA sur la restauration n'était pas récupérable parce que jugée comme étant une dépense personnelle. Finalement, quand je payais, moi, entreprise, en tout cas, quand je payais le steak frites de mon collaborateur, est-ce que finalement c'était une dépense personnelle ou est-ce que c'était en lien avec l'activité de l'entreprise? C'est un peu la même chose, en fait, dans les différents États membres. C'est quelle est la proportion de la dépense personnelle parmi la dépense pour une location de voiture, alors qu'il va au passage pouvoir rentrer chez lui, de la dépense de restauration, qu'est-ce qui rentre dans la dépense obligatoire, parce que je dois nourrir mon collaborateur quand il est en déplacement, et donc tout ça fait qu'on a un peu de mal effectivement à faire la distinction entre la partie dépenses personnelles, la partie dépenses professionnelles, et du coup c'est là qu'on peut avoir une différence de traitement en fait qui est appliquée selon les États membres. Je comprends. Donc du coup, c'est vrai qu'on se rend compte avec tout ça que c'est difficile de faire le tri entre ce qui est récupérable et ce qui n'est pas récupérable. Donc il faut absolument qu'on puisse sécuriser les dépenses, mais surtout, il ne faut pas demander au collaborateur de s'improviser comptable ou fiscaliste lorsqu'il enregistre sa note de frais. Ça, c'est vraiment important. Parce que finalement, plus il va ventiler sa dépense, plus il va devoir ventiler des éventuels taux de TVA, et Dieu sait qu'on peut être créatif en taux de TVA, ça lui fait perdre énormément de temps. Ça l'empêche de rester finalement concentré sur son core business. Et en plus, ça ne garantit pas forcément une récupération de TVA qui est exhaustive. Donc du coup, c'est vraiment un exercice d'équilibriste qu'on doit mener entre d'un côté comment je peux sécuriser ma dépense, de l'autre côté comment je peux faire de la prévention par rapport à un contrôle fiscal URSSAF, et puis surtout comment je peux optimiser mon poste de dépenses de charges voyage et déplacement, justement en venant récupérer la TVA française et la TVA étrangère. Très clair, merci Claudia. Je pense que la TVA, c'est clairement un vaste sujet, mais c'est surtout un sujet d'expert. C'est pas anodin, c'est pas secondaire. La TVA représente un vrai potentiel pour toute entreprise qui souhaite en optimiser sa gestion et surtout obtenir un ROI. Et pour nous, c'était extrêmement important d'aborder ce sujet du ROI parce que finalement, c'est aussi ce que vous recherchez. Vous qui participez aujourd'hui, bien évidemment, il y a la question de comment j'optimise cette récupération, mais surtout, pourquoi. Donc là, on va changer un petit peu de prisme. On va envisager différemment la note de frais et la TVA. Et du coup, on va avoir un petit focus sur l'outil parce que finalement, la technologie, c'est ce qui va vous aider. Stéphanie, d'après ton expérience, et ce qui est très intéressant, c'est que tu as débuté l'aventure Genji au tout début. Comment l'outil peut devenir clé et résoudre cette lourde problématique que l'on a abordée depuis 17 minutes? Oui, donc on l'a bien compris, ce n'est pas un mythe. Les règles de récupération de TVA dans le cadre de la gestion des dépenses professionnelles sont complexes, surtout si on vient y ajouter un cadre international. Alors, cela ne doit pas pour autant vous arrêter. N'oubliez pas qu'environ 4 à 8% de votre budget global de dépenses professionnelles peut être récupéré au titre de la TVA. Cette gestion complexe, il suffit de la relayer à une solution de note de frais intelligente. Alors, comme Claudia l'a évoqué précédemment, le collaborateur ne va pas s'improviser comptable ou fiscaliste. Pour lui, la saisie d'une note de frais ne doit soulever aucune question.
Il doit être tout simplement guidé et cela commence naturellement par la catégorisation de la nature de frais. Alors cette catégorisation, elle doit être optimisée, le but n'étant pas de se retrouver avec une liste infinie de catégories, ce qui serait totalement contre-productif pour le collaborateur. Donc l'objectif, c'est tout simplement de lui proposer une liste exhaustive, puis de lui demander des informations supplémentaires ciblées selon le contexte de la dépense. Donc par exemple, je viens de faire le plein dans une station-service, je saisis ma dépense en sélectionnant la catégorie générique carburant, et je viens ensuite renseigner le type de carburant via un champ dédié. Concernant les montants, j'ai juste à indiquer le montant TTC hors taxes qui sont présents sur mon reçu. En tant que collaborateur, à aucun moment je n'ai besoin de connaître le pourcentage de TVA récupérable, qui, cela dit en passant, est de 80% à la fois sur l'essence et le gasoil depuis début 2021. Donc si vous n'étiez pas au courant, gardez-le en mémoire, ça a changé récemment. Et il en va de même pour le manager qui valide les notes de frais. Lui non plus n'a pas besoin d'avoir ces connaissances. C'est l'outil qui doit gérer de manière automatisée les règles de TVA déductibles correspondantes. Et non humain. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord là-dessus. Il est vraiment important que l'outil soit vraiment le plus simple possible en termes d'usage. Le collaborateur, en fait, il doit avoir la garantie qu'il va passer moins de temps qu'avant à établir sa note de frais. Il faut clairement qu'il constate avant et après l'implémentation de l'outil qu'il est gagnant en utilisant cette nouvelle méthode. Et c'est comme ça, en fait, qu'il assurera la sécurité de l'information qui est transmise au travers de l'outil, et parce que cette information, elle va être reprise dans les workflows de validation, mais surtout dans les intégrations comptables, et puis également dans la partie récupération de la TVA. Alors, avoir pour objectif d'optimiser la récupération de la TVA, c'est bien, mais soyons honnêtes, il ne pourra jamais être atteint si vous disposez de données incomplètes, voire erronées. C'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas les règles de TVA de chaque pays. La solution de note de frais, en revanche, elle doit vous assurer le bon calcul de la TVA, à la fois nationale et européenne. Donc, prenons l'exemple d'une dépense qui a été engagée en Suisse. C'est à l'outil de vous présenter les taux en vigueur dans le pays et surtout de vous garantir que ceux-ci sont constamment à jour. Ouais, sur le principe, effectivement, c'est clairement l'outil de gestion note de frais qui doit vous permettre d'identifier la TVA locale et de valider les conditions de forme. Donc, si le paramétrage il est bien établi dès l'implémentation de l'outil, du coup, la TVA française, elle va être récupérée et elle va être surtout justifiée et sécurisée. En revanche, côté TVA étrangère, là, on va être sur effectivement un montant de TVA qui va être identifié au travers de l'outil. Et par contre, la méthode de récupération, elle va être finalement dépendante de chaque situation, j'ai envie de dire fiscale, de l'entreprise. Donc, soit on va se retrouver sur une demande de remboursement à déposer auprès, alors sur le portail impôts.gouv qui va être transmis auprès des États membres de l'Union européenne, soit l'entreprise va être immatriculée à la TVA sans avoir d'établissement stable, et dans ce cas-là, elle pourra intégrer le montant de TVA directement dans sa déclaration locale. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a quand même des taux qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Par exemple, là, on est sur un taux à 2,5% en Suisse sur l'alimentaire. Et pourtant, par exemple, l'alimentaire en Belgique, il est assujetti à 12% et à 19% en Allemagne. Donc, on a des taux qui sont très, très différents d'un pays à l'autre. Et dans le même temps, en fait, on va avoir des catégories qui vont être récupérables différemment. Si je reprends toujours mon exemple de l'alimentaire, ma catégorie alimentaire, elle va être récupérable en Suisse et en Allemagne, et pourtant, elle ne le sera pas en Belgique. C'est la fameuse discussion qu'on avait tout à l'heure sur la partie, l'interprétation, en tout cas, que les États membres peuvent avoir. Donc, même chose avec les locations de voitures. Donc là, on a pris l'exemple d'une facture alimentaire, mais c'est la même chose avec les locations de voitures. On va avoir une TVA qui va être déductible à 100% en Suisse et en Allemagne, et elle sera à 35% déductible seulement en Belgique. Et puis après, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience par le passé, mais quand vous recevez une demande de renseignement de la part de l'État membre, lorsque vous déposez votre demande de remboursement, bon, si vous êtes en Belgique,
ça va. Si vous êtes en Allemagne, peut-être que vous avez la chance de maîtriser cette langue. Mais quand on commence à être sur des pays comme la Hongrie ou la Bulgarie, là, ça complexifie clairement en fait la récupération de la TVA étrangère, et donc ça vous oblige à avoir beaucoup plus de connaissances pour venir justifier votre demande de remboursement. Effectivement. Un bénéfice immédiat qui découle également de la mise en place d'une solution de note de frais, c'est l'opportunité d'automatiser la récupération de la TVA sur l'ensemble des dépenses professionnelles. Grosses ou petites dépenses, on peut enfin tout récupérer ce qui nous est dû. On ne laisse plus rien de côté. Mais encore faut-il être conforme. Par exemple, qu'en est-il des factures composées de plusieurs prestations passibles de taux de TVA différents? Si on prend l'exemple d'une facture d'hôtel qui comprend à la fois des frais d'hébergement et de repas, un bon outil doit vous permettre une ventilation de l'assiette. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, les risques de redressement, ils existent par définition dès lors que vous récupérez la TVA, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit au niveau de l'Union européenne. Concernant la déclaration locale, de toute façon, c'est déclaratif, hein, vous intégrez en fait le montant de TVA déductible directement dans votre déclaration. Donc du coup, vous devez en fait disposer de l'ensemble des justificatifs qui vont venir justifier le montant que vous avez déduit sur votre déclaration. Et donc vous devez pouvoir présenter l'ensemble des pièces justificatifs sur demande. Concernant la TVA étrangère, même si on n'est pas dans un processus déclaratif, mais dans une procédure de demande de remboursement, l'administration fiscale, elle vous oblige en fait à demander, en tout cas, elle vous demande dès le dépôt de la demande un certain nombre de justificatifs, mais qui plus est, si elle vous demande des renseignements supplémentaires, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle vous demande l'ensemble des justificatifs qui viennent expliquer en fait le montant de TVA que vous demandez en remboursement. Donc du coup, c'est vrai que quand on utilise un outil de gestion note de frais, on doit impérativement paramétrer correctement l'outil, parce que c'est avec ce paramétrage qu'on va être capable de justifier d'une part les écritures comptables et d'autre part les demandes de remboursement au sein de l'Union européenne. Et donc du coup, on doit pouvoir disposer systématiquement de la facture justificative qui est au sein de cette note de frais pour venir justifier cette déduction ou cette demande de remboursement. Alors Claudia, justement, tu parles d'écriture comptable. Faisons un focus rapide sur ces fameuses écritures comptables. Nous le savons tous, les saisies à la main peuvent entraîner de nombreuses erreurs, sans parler des pertes de temps. L'humain, il devrait être là pour les tâches où il a de la valeur ajoutée et non pour engendrer des anomalies qui, en plus, peuvent déboucher sur des risques de redressement. Cette automatisation des écritures comptables, c'est donc un point primordial dans la mise en place d'une solution de note de frais. L'objectif, c'est que chaque nature de frais soit rattachée à une règle d'export comptable. Donc, par exemple, on vient indiquer si la TVA est déductible, s'il y a une différence, si la dépense a été engagée en France ou à l'étranger, quels sont les comptes débiteurs, créditeurs associés, etc. Et lorsque l'on exporte les données des dépenses, ces règles s'appliquent automatiquement et l'on récupère des écritures comptables qui ne demandent aucun retraitement. Oui, exactement. En matière de compte comptable, les postes de charge, finalement, ils restent les mêmes que la dépense soit française ou qu'elle soit étrangère. Par contre, côté TVA, c'est clairement à l'outil en fait de faire la répartition. C'est-à-dire que si je suis sur une dépense française, qui plus est dans une catégorie de dépenses sur laquelle je peux venir déduire la TVA dans ma CA3, alors mon écriture comptable, elle doit être clairement établie pour justement me proposer le montant de TVA à déduire dans ma prochaine CA3. Par contre, si je suis sur une TVA étrangère, il faut que l'outil me propose de passer la charge directement en TTC, puisque je ne peux pas l'intégrer dans ma déclaration locale. Sauf si, comme on disait tout à l'heure, je suis immatriculée à la TVA dans un pays sans avoir d'établissement stable. Alors, dernier point important à considérer lorsqu'on fait le choix d'une solution de note de frais, c'est le traitement des données. Dans une stratégie de rentabilisation, il est indispensable d'avoir des outils d'analyse et d'intelligence financière. Une solution de note de frais, elle doit vous permettre de valoriser vos données, car ces données, elles ont de la valeur et ce sont elles qui vont vous aider à optimiser la récupération de la TVA. Il est donc primordial de vous assurer que l'outil que vous souhaitez implémenter au sein de votre entreprise intègre des modules d'audit et de reporting avancés.
Ouais, exactement. C'est vrai que quand on a, toutes les données qui sont implémentées dans un outil, ça nous permet d'avoir des dashboards qui sont, ultra intéressants en termes d'information et en termes de capitalisation de l'information. Donc ça permet aux financiers d'avoir une vision en temps réel, de leur niveau de dépenses et puis également de leur répartition géographique. Donc, quand on est sur du pilotage de budget, par exemple, c'est important, d'identifier les volumes de dépenses qui sont en train d'être engagés et qui donc, vont à un moment donné, s'implémenter, dans les comptes de charge, dans les semaines qui suivent. Et puis avoir une répartition, par pays, du coup, ça permet un petit peu de voir quelles sont les tendances en termes de développement de business, hein, finalement, où sont les collaborateurs, dans quel pays ils sont en train de travailler, parce que ça donne un peu une tendance sur les développements qui sont en train de se faire. Claudia, Stéphanie, merci beaucoup. Avant toute chose, je vous rappelle que vous avez le chat et que vous pouvez nous poser toutes les questions. On va y venir dans quelques minutes. Si vous ne deviez retenir que 3 choses, alors sur la TVA, vous allez me dire c'est compliqué, mais si, vous pouvez ne retenir que 3 choses. La première, c'est que récupérer sa TVA, je pense que là, vous l'avez bien compris, ça a de la valeur. Le potentiel est tangible. On parle d'une économie entre 4% et 8% sur le montant de ces notes de frais. Alors, ces chiffres, il faut les appliquer à votre entreprise. Quelle catégorie d'achat, dans quel pays, bien évidemment, ces 4 à 8 peut être différents pour vous, mais c'est pour ça qu'un accompagnement est nécessaire. Pour vous donner un ordre d'idée, une société qui rembourse 2 millions d'euros de notes de frais, donc on parle ici d'une ETI, elle peut s'attendre à une économie potentielle allant de 60 000 à 80 000 euros par an. À cette économie financière, on va y ajouter un gain significatif en visibilité, en conformité, mais aussi en temps. Chez Vendy, on dit très souvent qu'une entreprise qui récupère sa TVA, finalement, elle autofinance son outil de note de frais. Et c'est en ça qu'on parle de ROI. C'est ici le point extrêmement important et celui sur lequel il faut se concentrer. Le deuxième élément, c'est que la récupération de TVA fait partie des nombreuses missions sur lesquelles l'introduction de la technologie et aussi de l'automatisation a modifié le quotidien des fonctions impliquées. Les entreprises constatent généralement une augmentation de 75% de la TVA remboursable à partir du moment où elles basculent d'un outil de reporting manuel ou semi-automatisé vers une plateforme 100% automatisée. Donc, c'est pas rien, 75%. On en revient toujours à la somme de base de la TVA que vous pouvez récupérer. Et donc, là aussi, on est sur du ROI. Grosso modo, seule la technologie permet de s'affranchir des erreurs de saisie, de respecter la conformité nécessaire et donc de récupérer de manière optimale cette TVA. C'est ce qu'on appelle une approche SaaS, finalement, qui va permettre d'aboutir à une optimisation de l'exécution des processus qui était jusque-là très manuel, fastidieux, et donc de transformer sa démarche. Et quand on parle de transformation, en fait, la TVA, c'est un sujet en mouvance perpétuelle. Et à ce propos, Claudia, une fois n'est pas coutume, l'administration est en train encore une fois de faire évoluer la TVA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, l'administration fiscale prévoit toujours des nouveautés. Là, en l'occurrence, elle prévoit en fait de mettre en place progressivement la facturation électronique et donc à partir de 2023. Donc, on a tendance à parler d'e-invoicing. Et en fait, cette facturation électronique, ça obligera, en tout cas, ça mettra fin à la possibilité d'émettre ou de recevoir des documents sous format papier. Donc, même si les contours de la réforme ne sont pas encore clairement définis, on attend encore des textes, on espère pour la rentrée, mais donc on va voir effectivement ce qu'ils vont pouvoir nous dire. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, ça serait le modèle Y, donc le modèle mexicain qui serait retenu. Évidemment, ça peut encore changer, on est au stade de la réflexion. Pourquoi le modèle mexicain? C'est parce que vraisemblablement, ça serait moins coûteux et en tout cas, ça serait plus flexible pour les entreprises. Et en tout cas, ça permettrait aux opérateurs de pouvoir choisir, en tout cas, de passer soit par une plateforme privée,
soit par la plateforme Chorus Pro, hein, qu'on connaît déjà, puisque c'est celle qui est utilisée dans les relations B2G. Le format définitif, en tout cas de la facture électronique, lui, reste encore à préciser. De la même façon, il semblerait, encore une fois, on est au stade de projet, de réflexion, etc. Donc ça n'est pas définitif, on attend encore une fois les textes. Mais il semblerait que les formats qui vont être acceptés, ça serait la facture UBL et la facture X. Alors, on attend, encore une fois, des précisions. Par contre, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que les entreprises, elles doivent clairement commencer à se préparer dès maintenant, parce qu'il va falloir repenser et sécuriser les process, notamment celui de la récupération de la TVA, parce qu'au final, l'administration fiscale, elle va disposer avec cet outil, en tout cas cette nouvelle obligation, d'un moyen de contrôle fiscal en temps réel qui va être extrêmement efficace, et surtout d'un outil qui va être incontestablement celui de la lutte contre la fraude. Très bien. Claudia, Stéphanie, je vous remercie pour toute votre expertise et je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, la première question, c'est au niveau de la récupération internationale, quel processus d'accompagnement peut être mis en place? Est-ce qu'il y a un seuil minimum de potentiel de récupération? En fait, au niveau de l'Union européenne, il existe effectivement des seuils minimums pour pouvoir déposer des demandes de remboursement. Donc, alors là, je vous le fais de mémoire, mais on va dire sur les annuels, hein. Je ne vais pas parler des demandes trimestrielles, mais sur les annuels, je crois qu'il est de l'ordre de 50 € de TVA. Donc, à partir de 50 € de TVA, vous pouvez déposer en fait votre demande de remboursement auprès de l'Union européenne. Après, en termes de méthode, je crois que c'était ça la question, hein, c'est quelle est la procédure. En termes de méthode, la demande de remboursement, elle se dépose sur impôts.gouv, donc auprès de l'administration fiscale française finalement, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Même si en fait c'est l'administration fiscale française, en fait elle fait boîte postale en quelque sorte, c'est-à-dire que l'administration fiscale française, elle, va envoyer directement auprès de l'État membre concerné. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que du coup, vous pouvez très bien déposer une demande de remboursement en Bulgarie, mais c'est l'État membre bulgare qui va vous répondre et qui va vous dire si votre demande est acceptée ou est rejetée en termes de déductibilité de la TVA. Alors là, on a une question très très spécifique sur la double TVA au Québec, par exemple. La question, c'est est-ce qu'on gère ce type de récupération et comment finalement? Alors moi, me concernant, non. Je préfère être honnête. Vous avez en fait beaucoup en dehors de l'Union européenne, on va dire, hein, vous avez beaucoup de pays en fait qui ne remboursent pas obligatoirement la TVA sur les notes de frais particulièrement. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, pour pouvoir récupérer la TVA, quelle qu'elle soit sur des factures fournisseurs ou qu'elle soit sur des notes de frais, très souvent en fait, vous aurez nécessité de vous immatriculer à la TVA dans le pays. Et donc, ça veut dire que vous avez des obligations déclaratives, à devoir faire vos déclarations de TVA locales, par exemple, chaque mois, etc. Donc, pour des notes de frais, on peut se poser la question de savoir si c'est intéressant ou pas au regard du montant qui est en face. Et puis, vous avez certains pays, tout simplement, qui disent que si ce sont des notes de frais, c'est non pour rembourser la TVA parce que finalement, vous n'avez pas beaucoup d'activités dans le pays. Et donc, dans ce cadre-là, vous êtes une entreprise étrangère et donc, elle ne voit pas pourquoi elle vous rembourserait la TVA sur les notes de frais. Donc, pour répondre sur le Québec, moi non, en tout cas, mais plus largement, j'ai envie de dire, ça dépend des pays. Il peut y avoir des complexités qui sont importantes quand on est en dehors de l'Union européenne. Claudia, j'ai une troisième question pour toi. Combien de temps en moyenne prend un projet de récupération de TVA? Alors, si on est côté TVA française et que c'est l'outil de gestion de notes de frais qui gère la TVA, j'ai envie de dire c'est immédiat. Puisque du coup, vous avez vos écritures comptables qui vous sont proposées directement avec la validation des notes de frais. Et donc, dans le cadre de votre CA3 mensuel, vous intégrez d'ores et déjà le montant de TVA déductible français. Côté européen, en fait, l'administration fiscale, elle a 4 mois pour vous répondre à partir du dépôt de la demande de remboursement, sachant que la réponse peut être « j'ai besoin de davantage de temps », hein, ça peut arriver. Elle peut également vous répondre beaucoup plus vite que les 4 premiers mois. Et après, la directive européenne, elle oblige en fait les États membres à vous répondre dans un délai maximum de 8 mois. Ok, très clair. Stéphanie, est-ce qu'on peut extraire également le nom du vendeur
avec un outil de note de frais? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que recherche en premier lieu le collaborateur. Donc, chez nous, Genji, c'est une solution connectée. Nous sommes en mesure d'accéder au registre du commerce de chaque pays et donc de récupérer le nom officiel du vendeur via notre propre modèle d'extraction. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi à une entreprise potentiellement de déceler des cas de fraude éventuels, par exemple si le siret est frauduleux. Super, merci Stéphanie. Claudia, est-ce que les justificatifs papier doivent être conservés et combien de temps? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de votre méthodologie de scan. C'est ce que j'expliquais durant le webinaire sur lequel on est. Dès lors que vous disposez des conditions d'archivage avec signature électronique, coffre-fort numérique et scan RGS 2 étoiles, on peut se passer du papier. Parce que l'administration fiscale et l'administration de l'URSSAF admettent la valeur probante du coût du justificatif. Donc, si vous respectez les conditions d'archivage à valeur probante, vous pouvez vous passer du papier. À l'inverse, si vous n'avez pas ces conditions d'archivage, vous êtes obligé de maintenir la version papier, justement pour sécuriser les contrôles qui peuvent avoir lieu. Juste une chose, je précise, c'est que si vous avez basculé en valeur probante, on va dire dernièrement, ou que vous vous apprêtez à basculer, il y a quand même les règles de prescription au niveau de l'administration fiscale et de l'administration de l'URSSAF, donc 2 ans plus l'année en cours sur le fiscal et 3 ans sur l'URSSAF. Donc, ce n'est pas parce que vous basculez en valeur probante à un instant T que tout le passé, vous pouvez le détruire. D'accord ? C'est vraiment une bascule à un instant T et pour le futur, vous pouvez vous passer du papier et encore une fois, dès lors que vous respectez les conditions d'archivage à valeur probante. Alors, on a beaucoup parlé des évolutions légales, réglementaires, législatives, et du coup, la question suivante, c'est, donc je suppose l'administration, est-ce que l'administration va mettre en place un e-reporting également sur les notes de frais? Alors ça aussi, ça fait partie justement des informations qu'on attend sur cette notion de e-invoicing, parce que finalement, on peut se dire, la note de frais, quelque part, n'est qu'un moyen de paiement, mais les justificatifs qu'on intègre dans les notes de frais, ça reste des factures. Donc, soit on a des factures qu'on appelle des factures fournisseurs, c'est-à-dire que c'est arrivé directement à la compta, soit on a des factures qui sont dans le cadre des notes de frais et donc qui arrivent en remboursement. Donc ce e-reporting, ce e-invoicing en fait, qui est en train de se mettre en place, intégrera peut-être les notes de frais, pas, j'en sais rien, c'est quelque part un peu trop tôt pour le dire. Par contre, vous avez d'ores et déjà le FEC, donc le fichier des écritures comptables, et là, pour le coup, comme vous intégrez des écritures comptables au travers des notes de frais, vous avez déjà en fait le contrôle au travers du FEC. Très bien. Alors là, on a une question très, très pratique. Lorsque le montant de TVA est faux sur un ticket, est-ce que l'application, donc est-ce qu'une solution technologique va le corriger, ce taux de TVA? Et est-ce qu'on va en déduire le montant sur le ticket, d'après le ticket? Oui, alors des tickets faux, ça existe. On en voit tous les jours, sauf si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte. Donc le principe, c'est que l'application doit avoir des contrôles en place pour voir ces inconsistances. Et l'application peut vous mettre en avant toute incohérence. Après, c'est aussi le but dans l'outil de proposer des fonctionnalités avancées qui aident à la saisie, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, le point principal, c'est de vous mettre en avant cette incohérence pour qu'elle ne vous passe pas à côté, quoi. Super. Il nous reste 2 petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sur la fin du webinaire, mais on prend vraiment toutes les questions. En attendant, vous pouvez également nous contacter si vous avez besoin de spécifications un petit peu plus, on va dire, en lien avec un cas précis au sein de votre entreprise. Nos coordonnées vous seront transmises. En attendant, on vous remercie de votre participation et de votre temps. Il n'y a plus d'autres questions. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture ce webinaire. Claudia, Stéphanie, je vous remercie de m'avoir accompagnée pendant ces 45 minutes et je vous souhaite à toutes
une bonne journée. Merci à tous. Merci, Bonne journée. bonne journée. Merci, au revoir.